Découvrez votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc en plein cœur du Krebs de Toulouse pour ce nouvel épisode, ce nouveau décryptage du programme du potentiel à la performance, un décryptage intitulé aujourd'hui J-100. Attention, c'est important, ça se précise, J-100, et nous allons ensemble décrypter tout au long de cet épisode les bons conseils effectivement de nos deux experts ici présents, nos deux coachs. Bonjour Isabeline Chospé. Bonjour Bruno. Comment vas-tu ? Pleine forme. Bien installé. Parfait. Parfaitement installé aussi Christophe Cariot. Au top. Fidèle parmi les fidèles, en plein cœur du Krebs, effectivement, mais alors là on a choisi un endroit emblématique, on se croirait carrément à Copacabana. À Toulouse, donc en plein cœur du Krebs, donc dans cette halle dédiée au beach volley, et un grand merci au passage au Krebs de Toulouse pour cet accompagnement. Effectivement, absolument. On choisit des lieux, on va dire emblématiques de ce haut lieu du sport. Effectivement, ce programme dédié à la performance, mais aussi à la réalisation de ses rêves, des rêves de ces athlètes que vous avez quelque part, on va dire, interviewés par l'intermédiaire de petites questions. Nous allons découvrir dans quelques petits instants leurs réponses aussi. Nous allons mettre en lumière tout au long de ce programme, accompagner et analyser la vie de plus d'une quinzaine d'athlètes qui se sont donc prêtés au jeu pendant plusieurs mois et décrypter aussi, vous allez le comprendre dans quelques instants, les différentes étapes qui les mèneront jusqu'à la compétition afin de mieux comprendre leur performance. Ces questions, elles ont été posées, ils ont répondu. J-100, je me répète, mais ça se précise vraiment, vous allez le voir, puisque nous allons, pour chaque séquence, poser une question et découvrir leurs réponses, bien évidemment, et connaître juste derrière votre décryptage, le côté physique, mais aussi le côté mental. On démarre tout de suite avec une première question pour le côté physique. Quels sont les éléments clés d'un programme de musculation, des exercices spécifiques ? Regardons ensemble leurs réponses. On fait surtout du renforcement, on met de la charge, et puis voilà, on travaille dur tout le temps, toute l'année en musculation. La plupart du temps en musculation, je fais pas mal d'explosivité. Donc mon objectif c'est vraiment de mettre de l'impact mais tout en étant rapide sur mes mouvements. Donc voilà, ça arrive de faire des mouvements de musculation un peu spécifiques au judo, mais ce que je fais la plupart du temps, c'est beaucoup d'exos avec du kettlebell. Je peux faire du développé couché, du soulevé de terre aussi, du deadlift. Vraiment aller se préparer en salle tout l'hiver et puis même pendant les périodes de compétition pour ensuite pouvoir encaisser notre geste dans notre bateau. On va travailler beaucoup la force endurance, beaucoup la force, la puissance, etc. Et ensuite quand on se rapproche des compétitions, on va être plus sur des séances un peu plus explosives pour faire monter l'influx nerveux. Ça va être pas mal d'exercices comme des squats, de l'haltéro, de la presse qui vont nous aider à progresser en musculation, mais la finalité de tout ça c'est de progresser sur le vélo, donc c'est des exercices qui sont au service du vélo au final. Les exercices spécifiques, Christophe, parlons de musculation, bien évidemment. Votre analyse ? En fait, ce qui était très intéressant, c'est de constater que tous les sportifs interviewés parlent de leur programme de musculation, parlent de l'utilisation de la musculation pour une raison simple. Tous cherchent à augmenter les niveaux de force. Pourquoi on cherche à augmenter les niveaux de force ? Parce que la force est une qualité maîtresse en préparation physique. Et pour illustrer ça, je vais vous donner quelques exemples. Si j'augmente les niveaux de force d'un coureur, ce coureur, en fait, il va moins s'écraser au sol à chacune de ses foulées. Donc, il va pouvoir se propulser plus loin ou plus vite en fonction de si je fais du 800, du marathon ou du sprint. Si je fais du canoë-kayak, chaque coup de pagaie en fait, dans l'eau va pouvoir me permettre, si j'ai plus de force, de pouvoir développer plus de puissance et donc projeter plus loin le canoë ou le kayak. Si je suis une judoka ou une judokate, que je vais chercher à projeter mon adversaire, je vais pouvoir le faire plus vite, avec plus de force et plus de puissance, ou alors contrer mon adversaire de façon opposée. C'est valable pour tous les sports, j'imagine. C'est exactement. C'est une répétition de gestes, le vélo par exemple, le fameux coup de pédale. Complètement. Donc que ça soit travail sur piste en vélo ou travail, on va dire, pour le Tour de France. Sur piste, je vais pouvoir produire énormément de force dans chaque coup de mes pédales si j'ai élevé mes niveaux de force
en salle de musculation. Et pour le cycliste qui fait un contre-la-montre ou qui monte un col, je vais encore pouvoir produire de la force en montée ou aller plus vite pour mon contre-la-montre. Alors j'imagine que tout l'art de l'entraînement réside quelque part dans le compromis entre le développement. C'est quelque chose qui faisait peur aussi à l'époque, hein, la musculation. Complètement. Donc en fait, on a vraiment connu deux âges. Une période où, il y a 25-30 ans en arrière, beaucoup de coachs techniques avaient très peur en fait, d'introduire de la musculation dans le programme des athlètes. On avait peur que ça détériore le mouvement, que ça fasse prendre de la masse musculaire inutilement. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'au contraire, ça n'avait que des aspects positifs quand c'était bien pratiqué. L'entraînement et le rythme, pour terminer cette réponse-là, le rythme, combien de séances Certains vont pratiquer de la musculation quasiment quotidiennement, d'autres vont l'intégrer que 2 ou 3 fois par semaine. Et si on veut utiliser les conseils qu'on est en train de voir aujourd'hui chez vous, parce que vous voulez utiliser la musculation dans votre préparation, on va dire que 2 à 3 séances hebdomadaires où on travaille l'intégralité du corps, si possible avec une supervision. C'est mieux pour pouvoir apprendre les bonnes techniques, les bons gestes et puis ne pas se blesser. Merci Christophe, je voulais te faire réagir Isabelle. Il y a aussi au niveau mental, il y a une intensité quelque part très exceptionnelle, hein, c'est très fort. Hein. Oui, au vu de ce que décrit Christophe sur les 4 ans d'une préparation avec des exercices qui augmente ton intensité, parce que plus tu es fort et plus tu as envie d'être fort et tu y mets de plus en plus de choses, la tête n'est pas coupée du corps. Hein. Donc automatiquement, mentalement, tu vas aller chercher des ressources aussi, tu vas puiser dans des ressources ou dans des zones rouges, c'est souvent un vocabulaire qu'ils emploient, pour pouvoir monter de charge, pour pouvoir répéter un peu plus ces exercices, pour pouvoir récupérer aussi un petit peu mieux. Donc mentalement, tous ces exercices physiques, ça puise, ça fatigue. Attention aussi que mentalement, ça ne soit pas trop. Donc c'est aussi un curseur, une alerte pour ne pas aller trop loin. Je crois que Christophe pourrait en parler, pour à un moment donné arrêter, stopper, récupérer pour aller encore plus loin, quoi. Très bien, merci pour cet éclairage. Deuxième question, toujours bien sûr, vous l'avez compris, dans le cadre du physique. Quels sont tes éléments clés en nutrition ? Et on regarde leurs réponses. On a des régimes à faire. Du coup, pendant ces périodes de régime, on est suivi. On doit bien s'hydrater parce que du coup, on fait un cutting sur la fin de notre régime. Donc l'hydratation, c'est quelque chose de très important. Ensuite, la complémentation alimentaire parce que des fois, il nous manque certaines choses, certains apports, que ce soit en stage ou quoi que ce soit, on a des carences. Une alimentation saine et équilibrée, une hydratation optimale et je complémente mon alimentation avec des compléments pour pouvoir assurer au mieux les déplacements, la surcharge d'entraînement, mieux récupérer, mieux dormir, ce qui va assurer de la performance. Je dirais récupérer, boire et s'étirer. Prendre bien mes compléments alimentaires, surtout mon magnésium, surtout mes multivitamines. Et beaucoup de régularité. Et pas trop manger non plus avant les entraînements. À l'approche des compétitions, un régime. Donc, hydratation, alimentation saine et équilibrée. Et je dirais aussi la supplémentation en, par exemple, protéines, whey et compléments alimentaires. Et un grand merci pour leur réponse à tous ces athlètes, en particulier à l'instant Madeleine Malonga. Merci. Alors, j'ai l'impression de te poser la question. Tes éléments clés en nutrition, décryptage. Ok. 2 choses qui sont revenues de façon très importante. Vous avez la complémentation alimentaire et l'hydratation. Pourquoi les sportifs en utilisent ? Pour une raison très simple. Les sportifs qui préparent les Jeux Olympiques, mais c'est valable finalement pour la majorité d'entre nous, sont confrontés à une grosse charge d'entraînement, c'est normal, mais également à une grosse charge mentale, c'est-à-dire la peur de l'enjeu, Isabelle pourra revenir un peu plus tard là-dessus, la peur de l'enjeu, la peur de la blessure, la peur de est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, etc. Tout ça, ça représente une charge mentale qui va s'associer à la charge d'entraînement journalière. Et ces 2 charges, en fait, entraînement et mentale, vont créer énormément en fait, de besoins qui sont supraphysiologiques. C'est-à-dire que le corps va dépenser plus que l'alimentation n'est capable de lui apporter. Donc, on se retrouve très régulièrement avec certaines vitamines, certains minéraux, certains acides gras, parfois des besoins en protéines qui deviennent impossibles à combler via l'alimentation et qui vont être finalement rattrapés par la complémentation. Et c'est pour ça que je dis souvent que la complémentation alimentaire n'est qu'une
complémentation à ce que j'ai cherché à optimiser à côté. Donc, chercher à optimiser mon alimentation, mon sommeil, l'entraînement, etc. Donc finalement, les compléments alimentaires qui reviennent le plus, en tout cas qui ont été le plus cités, c'est l'utilisation du magnésium, l'utilisation des oméga-3, l'utilisation des peptides de collagène qui vont vraiment servir à nourrir les tendons et les articulations, ou l'utilisation en fait, de protéines en poudre, c'est vraiment ce qui est revenu. Et juste après ça, l'autre élément qui était le plus important, c'était l'hydratation. Donc, les sportifs, de base, ils transpirent plus que la moyenne, donc ils vont perdre en fait des sels minéraux. Ils vont perdre du magnésium, on vient de le citer, d'où l'intérêt finalement des compléments alimentaires. Ils vont perdre du potassium, ils vont perdre du sodium. Et tout ça risque de perturber ce qu'on appelle la contraction musculaire, parce que la contraction musculaire, elle a besoin d'électrolytes, elle a besoin de justement tous ces minéraux qui sont perdus par la transpiration. Donc si vous vous entraînez 2 fois par jour, et que vous n'avez pas encore récupéré votre hydratation du matin, l'entraînement de l'après-midi va déjà être un petit peu perturbé. D'où l'importance de faire attention à ces éléments d'hydratation, et c'est pour ça qu'ils sont très vigilants là-dessus. C'est chacun insister vraiment à son niveau. Donc on peut éventuellement utiliser des électrolytes dans les boissons, c'est-à-dire rajouter en fait du sodium, du potassium, du magnésium en plus à l'intérieur des boissons pour maximiser l'hydratation. Et la deuxième chose qui était importante à préciser vis-à-vis de l'hydratation, c'est que beaucoup de sportifs, soit pour des raisons évidentes, qui vont devoir rentrer dans des catégories de poids, vont devoir perdre du poids. Et donc, qui dit perte de poids, dit qu'on va diminuer la part des glucides dans son alimentation. Or, il y a un principe qui est assez connu, mais on va le répéter ici. Pour chaque gramme de glucides que vous absorbez, donc les glucides, c'est les pâtes, le riz, le pain, les fruits, pour chaque gramme de glucides que vous absorbez dans vos cellules 3 grammes d'eau. D'accord. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez diminuer les glucides de votre alimentation, vous allez mathématiquement perdre de l'eau au niveau cellulaire. Et donc vous allez augmenter vos risques de déshydratation. Et donc c'est vraiment très 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 important, surtout quand on a certains sportifs qui vont, je pense aux judokas notamment, aux lutteurs, ou certains coureurs qui veulent essayer d'optimiser finalement le poids qu'ils font pour l'alléger au maximum. C'est très 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 important de veiller à bien contrôler son hydratation pour éviter les problèmes. On en parle beaucoup dans la boxe aussi, complètement. Les différentes catégories. Je vais vous faire réagir Isabelle justement sur cette prise de poids ou perte de poids au niveau mental. C'est pas anodin quand même de faire du yo-yo, parce que dans le sport c'est souvent le cas. Non, c'est pas anodin déjà. Psychologiquement, parce que quand vous avez des catégories de poids et que vous prenez 20 kilos ou 30 kilos, je crois que c'était Teddy Riner qui disait qu'il prenait 30 à 40 kilos, il faut les reperdre derrière. Psychologiquement, c'est un effort énorme de restriction, parce que tu es obligé de restreindre, tu es obligé de faire attention, donc c'est un effort qui est pour moi extrêmement coûteux en termes d'énergie, de rigueur, de suivi, d'environnement, parce que ça impacte aussi la vie de tout le monde. Je fais une aparté, on parle du très haut niveau, mais il y a des gens qui font des marathons et des semi-marathons là, qui vont nous écouter, et qui toute l'année vont faire, je ne vais pas dire le mot, qui vont embêter toute leur famille pour manger ce qu'il faut, de manière à pouvoir avoir le poids qu'il faut pour courir le mieux possible et optimiser, alors qu'ils feront 3 heures et 15 minutes, donc tout le monde s'en fout, mais pour eux, c'est super important. Donc la régulation alimentaire peut, à des moments, aussi impacter une vie entière de familles qui suivent les gens. Et puis après, il y a quand tu te vois, en fait. Si tu te vois plus musclé, tu peux te sentir plus fort. Et donc, attention au pétage de plomb. Parce que c'est pas parce que tu es plus musclé que tu es plus fort. Il faut tout le reste qui va avec. Donc, le travail, la rigueur, etc. Ouais. Et c'est pas parce que tu es plus maigre, parce que tu as besoin de perdre, que tu es plus fort non plus. Parce que est-ce que tu as bien perdu? Est-ce que tu as perdu les bonnes choses? Est-ce que tu as gardé la dynamique? Donc, mentalement, il faut être aussi bien aligné avec ce que physiquement, ce que le préparateur physique fait. Et il faut bien travailler en équipe là, à ce moment-là, pour éviter que ça déconnecte là-haut, en fait. Parfait. 3e question, toujours dans le cadre de ce décryptage. Quelle méthode utilises-tu pour évaluer ta progression au fil du temps? On parle bien évidemment de progression. Quelle est-elle? La réponse en images. Sur la piste, on a la chance de faire un sport chronométré, donc c'est très facile d'évaluer une progression. On a aussi des capteurs de puissance sur nos vélos, donc c'est assez facile aussi de savoir où on en est dans notre planif et dans notre progression. J'utilise aussi, à l'aide d'un médecin, d'un nutritionniste ou d'une diététicienne,
une prise de lactate ou une prise de glycémie, qui va me donner des indicateurs sur comment mon corps réagit à l'effort. On utilise le test force maximale. C'est la charge la plus lourde qu'on peut soulever en une fois. Et pour calculer ma VMA et voir la progression, on utilise le test comme le Mercier et le Luc Léger. Christophe Cariou, ta réaction? De façon très, très simple et très rapide. On a besoin d'objectiver une progression, on met des tests spécifiques en place qui vont pouvoir mesurer à la fois l'augmentation des niveaux de force. Certains utilisent la lactatémie, c'est-à-dire le taux en fait de lactate qu'on va développer durant certains efforts. Le lactate, c'est une molécule particulière qui est issue de la contraction et donc qui va augmenter selon le type d'effort qu'on fait. Et donc pour mesurer jusqu'où on peut pousser l'athlète, on va pouvoir prendre durant les efforts un petit peu une goutte de sang et analyser à combien de lactate il est. Donc ça, c'est des mesures qui sont assez poussées. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un instantané de ce que l'athlète est capable de faire aujourd'hui et de suivre progressivement ces analyses et voir s'il s'adapte ou pas. Très bien. Découvrons une autre question. Comment ajustes-tu l'entraînement en réponse aux blessures ou aux inconforts physiques? Alors là, on va parler de tes ajustements en cas de blessure. La réponse, et on démarre avec Cyrielle Duhamel, que l'on salue. Je mets plein de choses en place. J'appelle mon ostéo, j'appelle mon kiné, je leur demande ce qui est le mieux à faire, mettre du froid, du chaud. Après, je les vois le plus rapidement possible et puis je laisse pas traîner une petite douleur parce qu'après, ça fait un gros effet boule de neige et j'aime pas être blessée, donc voilà. À la suite d'une blessure ou d'un inconfort physique dû à une surcharge d'entraînement ou autre, j'écoute vraiment mon corps et j'adapte ma récupération et les entraînements en conséquence. Donc je diminue l'intensité des entraînements, plus de kiné pour assurer une récupération plus rapide. Et j'assure aussi avec les compléments qui vont m'aider à récupérer au plus vite. C'est récent, mais depuis quelques mois, j'ai travaillé en hypoxie. L'hypoxie, c'est quoi? J'ai un générateur relié à un masque et du coup, je travaille en dette d'oxygène. Je suis à 4000, 5000 mètres en fonction de la séance programmée et de l'intensité voulue. Ça me permet, lors d'une blessure, de travailler en sport porté, que ce soit sur vélo ou sur elliptique, en travaillant le cardio, en travaillant le physique, tout en ayant une sous-charge d'entraînement et éviter les impacts au sol que peut produire la course à pied au quotidien. Et du coup, me permettre d'adapter l'entraînement à la pathologie et à la blessure, tout en gardant un état de forme conséquent pour la suite de la saison. Sujet ô combien important, et il faut en parler bien sûr, les blessures. Christophe. La première des choses que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que de façon générale, il ne faut pas prendre la douleur comme quelque chose de négatif, mais plus comme un signal que le corps nous envoie pour nous alerter sur quelque chose qui ne va pas dans le corps. Donc l'idée, en fait, de ce signal, c'est de prévenir la conscience, de lui dire « Attention, ce que tu fais ne me convient pas, ne me plaît pas, change quelque chose ». Bien entendu, quand on est sportif de haut niveau, on va être confronté, comme on le dit depuis maintenant souvent, à de grosses charges d'entraînement. Donc, c'est normal d'avoir un certain inconfort musculaire, c'est normal d'avoir des petites raideurs articulaires. Mais cette normalité, elle doit aller jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que dès que ce genre de gènes ne disparaissent plus, il va vraiment être important de les prendre en charge rapidement. Et donc ça passe par l'utilisation de kiné, donc de la kinésithérapie régulièrement. Et c'est pour ça que tous mentionnent le fait que dès qu'il y a un petit bobo qui commence à être un peu trop présent dans les séances, un peu trop présent dans le quotidien, immédiatement ils enclenchent le plan anti-blessure et on va voir le kiné, l'ostéopathe, le médecin pour essayer de contrer tout ça et d'utiliser en fait des protocoles pour limiter soit l'inflammation, soit les petites douleurs qui identifier d'où elles proviennent. Et donc souvent ça va passer par une adaptation de l'entraînement, soit en réduisant l'intensité, soit en réduisant le volume. Mais dans tous les cas, en essayant de laisser au corps un peu de temps pour qu'il puisse se régénérer. Voilà. Très bien. Isabelle, je sais, elle est facile celle-là, mais je suis obligé de le dire. On ne va pas parler de blessure de l'âme, bien sûr, mais pas loin. Pas loin. Savoir s'écouter, est-ce que c'est la règle numéro 1 ? Oui, et je crois que je repose une question dans ce sens qu'on va découvrir après, mais je crois que c'était Cheryl qui disait que la première chose à faire, c'est d'écouter son corps. Et en fait, c'est un peu ce que vient d'expliquer Christophe, c'est que mentalement, il faut être connecté avec ton corps pour que tu puisses entendre ce que le corps t'envoie comme message.
Et l'écueil après dans le sport de haut niveau, c'est que certains, je dirais, sont trop à l'écoute. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, ça devient vite une angoisse. Donc il y a là aussi encore un juste milieu entre l'écoute et être obsessionnel aussi. Donc il faut jouer là-dessus. C'est aussi valable pour nous, surtout pour vous les hommes, où dès que vous avez un rhume, vous avez l'impression que vous allez tous mourir. En fait, non, vous avez encore un petit peu de marge. Donc, il faut savoir s'écouter, bien se soigner, mais pas aller dans l'extrême, en fait. Bien sûr. Eh bien, nous allons vous laisser seule, Isabelle, sur ce plateau. Plus sérieusement, autre question. Christophe, vous avez posé à ces 15 athlètes de haut niveau une question qui concerne la jeunesse, un conseil pour les jeunes compétiteurs en préparation pour une compétition. Quels sont ces conseils qu'ils pourraient donner, ces sportifs de haut niveau? La réponse en images. L'idée, ce serait de prendre du recul, d'arriver à se dire que la compète, en fait, c'est ce pourquoi on s'entraîne tous les jours. C'est des moments cool, c'est des moments où, en fait, il faut qu'on profite, prendre plus le côté jeu que le côté vraiment enjeu et tout ce qui découle derrière, rester dans l'instant présent et aussi se concentrer que sur ce qu'on maîtrise. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes compétiteurs à l'approche d'une compétition, c'est vraiment de faire des séances courtes, donc courtes et intenses, qui vont se rapprocher un peu de l'effort compétition. Donc vitesse, explosivité. Pour les jeunes compétiteurs en préparation pour une compétition, pour une saison, le but et la globalité dans l'entraînement, c'est d'être le plus régulier possible dans ce qu'on entreprend. Gardez-vous un objectif en tête, à court terme, à moyen et à long terme. En fonction de celui-ci, donnez-vous 2, 3, 4 séances d'entraînement en fonction de votre programme, de vos disponibilités par semaine, mais tenez-vous à ces 2, 3 ou 4 séances par semaine. Et merci encore une fois à tous ces sportifs. On parle de transmission avant tout. Oui. Transmission, moi je vais dire quelques mots dessus. La première des choses, et ils le rappellent tous, c'est prendre du plaisir dans l'activité, donc chercher absolument à se faire plaisir, essayer d'oublier l'enjeu pour finalement apprendre à se construire grâce à la pratique, grâce à la confrontation avec autrui dans la compétition. Donc ça peut être des éléments qui deviennent finalement positifs, qui permettent d'apprendre sur soi. Et je pense que Isa, elle a plein de choses à nous dire là-dessus. J'imagine. Être juste, c'est ça, on peut dire ça? Oui. C'est ce qui ressort aussi. C'est un peu le geste juste, oui. Il ressort quand même deux axes un peu, si on résume, un peu principaux. Et je citerai le premier axe, un exemple qu'a donné Eugénie sur le fait de dire on va rester dans l'instant présent. Pour bien profiter, pour bien vivre, pour prendre du plaisir, comme disait Christophe, pour capitaliser ce qui est en train de se passer, et puis d'en rester dans l'instant présent. Il faut que les gens sachent, quand vous êtes dans le présent, vous ne stressez jamais. On ne stresse que par rapport aux résultats futurs. Donc c'est aussi une façon de rester et de maîtriser ce stress et de limiter des émotions négatives. Et puis il y a un deuxième axe qui est quand même aussi ressorti, que disait... je crois bien de mémoire à Madeleine, c'est de vivre les choses avec une intensité max pour avoir zéro regret à la fin. Donc être capable de tout donner dans l'instant présent pour le coup, d'aller au bout des choses. Ça limite aussi un facteur qui est l'anxiété, qui n'est pas la même chose que le stress, juste petite différence. Vous ne connaissez pas cette différence entre le stress et l'anxiété, parce qu'on met tout dans le même panier. C'est vrai. Fait. Parce que on va dire que les symptômes sont les mêmes, mais les causes et les origines sont totalement différentes. Le stress est lié à la projection d'un résultat futur d'une action. D'accord ? Donc vous avez tous du stress parce que vous pensez tous que vous allez être nuls dans telle compétition, dans telle réunion ou avec telle discussion avec vos enfants. Et donc, et les émotions montent, qui est du stress. Et puis vous avez l'anxiété qui est plutôt liée à votre image, c'est-à-dire que vous pensez que vous êtes moche, ce qui n'est pas votre cas. Vous pouvez être moche, pas bon, nul à l'intérieur, etc. Et donc c'est une dégradation de soi. C'est plus interne. C'est beaucoup plus interne et beaucoup plus difficile, entre guillemets, à cerner parce que c'est un sentiment diffus. Voilà. Le stress est très ciblé et l'anxiété, pas du tout. Donc, travailler sur ces deux points-là, par le fait d'être soit dans le présent, soit dans une intensité max de ce qu'on fait, limite énormément l'anxiété. Merci en tout cas pour cette belle définition Avec plaisir. Pour nous avoir donné donc la différence entre stress et anxiété. On reste avec vous Isabelle, merci Christophe. Vous pouvez intervenir bien évidemment à tout moment. Nous allons, vous l'avez compris, parler maintenant du mental. Quelles sont les questions qui ont été posées donc à tous ces sportifs de haut niveau ? Eh bien, on va les découvrir. La première,
C'est Isabelle qui a donc posé cette question. À 4 mois de la compétition, quelle question principale vous posez-vous? La réponse en images et on se retrouve juste après. La question principale, c'est est-ce qu'on va aller chercher cette médaille d'or? Beaucoup de questions, beaucoup de si. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aurais tout donné, j'aurais mis toutes les chances de mon côté et je n'aurais aucun regret. À 4 mois de la compétition, je me pose pas forcément de questions. Je me demande ce que je peux encore mettre en place pour être le plus régulière possible, être le mieux possible dans l'eau, avoir de bons appuis, bien dormir. Enfin, je me pose en tout cas les questions que je me pose tout le temps dans l'année. Est-ce qu'au quotidien, je mets tout en place pour pouvoir être la plus performante possible? C'est vrai qu'à un certain niveau de la compétition, tous les détails comptent. On ne peut pas laisser la place au facteur chance. On pense déjà à cet été, on pense à la perf qu'on va devoir faire cet été, mais d'un autre côté, on n'est pas encore à 100% qualifié, donc c'est un peu un entre-deux. Donc la question qu'on se pose le plus, c'est de trouver le juste milieu entre les deux, entre essayer de ne pas griller trop de cartouches dans la qualif, mais en même temps se préparer aussi à l'objectif qui est les Jeux. Isabelle, réponse donc à ces questions, on vient de les découvrir. Votre analyse, on peut résumer peut-être à 2 catégories d'athlètes, c'est bien ça? On peut, en étant simple, un peu comme stress et anxiété en fait. Tiens donc. Vous avez, oui, mais tout est lié, toute l'histoire est liée, tout ce qu'on se dit physiquement, mentalement. D'ailleurs, ça va être de plus en plus connectés l'un à l'autre, et plus on s'approche de l'échéance. Comme par hasard. Comme par hasard, plus l'un dépend de l'autre, inversement. Donc pour répondre à la question, il y a ceux qui vont rester dans l'instant présent. La question centrale, c'est comment rester et ne pas se projeter sur la compétition de demain. Ça, c'est clé. Et je crois que c'était une manière de Laetitia qui dit je reste dans mon travail, dans l'intensité pour rien regretter. Et puis, il y a une remarque très intéressante d'Amandine Bouchard qui dit je vais rester dans le détail. Et ce détail, c'est rester dans le détail du présent pour pouvoir continuer à travailler sans se projeter, sans craindre le futur. Et puis vous avez ceux qui ont besoin de se projeter. Et ça, tout le monde l'a connu. Vous avez des gens qui, pour préparer un événement, se disent « mais il faut que je me projette, si je n'y pense pas, je ne peux pas y aller ». C'était le cas de Melvin qui dit qu'il a besoin de se projeter, qu'il a besoin de voir les choses. Mais pour quelle raison? Il faut bien le faire dans ces cas-là. C'est-à-dire il faut le faire avec les bonnes images, les bons mots, être dans le positif. Ça permet de projeter ce qui peut arriver, et d'être un peu comme un metteur en scène. C'est-à-dire on imagine ce qui va se passer demain. Et un metteur en scène, on corrige ce qui ne nous va pas. Et du coup, on se prépare en fonction. Et ça limite les angoisses pour ce genre de personnalité. Et à 100 jours des Jeux, je vais y arriver, la projection aide à se construire et à éliminer les angoisses si on le fait bien. Merci. Autre question, le pendant bien sûr mental de la blessure. Avez-vous peur ou pensé à la blessure à ce jour? La réponse là aussi en images, regardez. Ça, c'est le genre de choses que faut pas penser et pas se dire, parce que j'ai le sentiment que quand tu te le dis et que tu y penses, c'est là où ça peut être possible. Donc en vrai, je pense pas du tout à ça. J'écoute mon corps quand il va pas bien. J'écoute mon corps quand je sens qu'il est faible et qu'il y a potentiellement du danger. Mais sinon, je pense jamais réellement à une blessure ou quoi que ce soit. C'est pas du tout, ça passe pas du tout dans mes pensées. Alors on a forcément peur et on pense forcément à la blessure. Hein. C'est une pensée qui vient traverser l'esprit sur une séance, sur une petite gêne, sur une petite mauvaise sensation d'un jour. Mais ça fait part entière de l'entraînement aujourd'hui. J'évite d'y penser, j'évite d'en avoir peur. Tout simplement parce que je dis très souvent, de trop y penser, c'est l'attirer. Donc premièrement, j'essaie de ne pas y penser, j'essaie de toujours positiver. Et j'essaie aussi d'éviter les facteurs de blessure. C'est-à-dire l'alimentation, la qualité du sommeil. Non, je n'y pense pas, je n'ai pas peur. Si on ne fait pas, on ne peut pas se blesser. Je me donne à fond dans tout ce que je fais, dans mon alimentation, mon hydratation, mon sommeil, ma récupération et surtout mes entraînements. Et je pense que c'est un équilibre entre tout cela. Assez étonnant comme réponse, on ne va pas donner de pourcentage, mais quand même pratiquement, quasiment 100% ne veulent pas y penser. Jamais. Donc je crois que c'était Amandine qui dit d'entrée jamais. Et je crois que tous, on peut tous les citer aujourd'hui, ils ont dit tous, on n'y pense jamais, par soit peur de l'avoir en tête et du coup d'avoir le geste qui va pas bien et qui fait que ça se blesse, soit par superstition, parce que tu te dis plus j'y pense et plus je vais aller vers ça. En tout cas, c'est vrai que dans le haut niveau, mais c'est pareil pour nous, hein, si vous avez une action et que vous pensez échouer, quelle que soit l'action, il y a tendance à se dire créer de la peur, du frein, et la peur et le frein a tendance à
faire dégrader le geste technique et à créer une blessure supplémentaire. Il y en a un que je permets de souligner, qui est Johan, qui dit « Parfois, moi, ça m'arrive ». Et si Johan m'écoute assez tôt, je lui dis surtout « Arrête ». Parce que s'il commence à y penser dans une séance, ça peut, s'il a une petite douleur, tac, ça peut déclencher et ça peut se projeter très rapidement sur une blessure réelle et qui va faire mal. Donc, on va dire le diagnostic de tous les athlètes de très haut niveau, c'est que la blessure n'est pas un objectif, éviter une blessure n'est pas un objectif. Donc pour tout le monde, éviter un obstacle n'est pas un objectif, c'est comment aller là où vous voulez aller. C'est toujours très important. Et quand vous commencez à y penser, attention, écoutez-vous. Et Cheryl dit, à ce moment-là, il faut savoir s'écouter, écouter son corps, c'est exactement ça. Quand on réfléchit un petit peu et quand on regarde le parcours de Christophe Cariou, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question à Christophe, justement. Vous y pensiez, vous, à la blessure à l'époque ? Avant que je me fasse la déchirure du mollet, non. Et puis après, effectivement, c'est devenu quelque chose qui m'a beaucoup parasité par la suite. C'est-à-dire que même si ça ne m'a pas empêché de revenir à mon meilleur niveau. Oui, puisque vous avez gagné un autre championnat du monde après. Par contre, c'était devenu une peur permanente. Voilà. C'est-à-dire que dans mon équation d'entraînement, il y avait un petit peu, comme l'a décrit très bien Isa précédemment, il y avait une sorte d'obsession. C'est-à-dire que je focalisais, j'étais extrêmement concentré sur mes sensations corporelles, donc je brûlais énormément d'énergie mentale, en prévision justement d'éviter de me blesser. Donc j'ai trouvé ces derniers mots très intéressants. La blessure n'est pas un objectif, donc voilà, il ne faut pas se focaliser dessus. Merci pour cette intervention, Christophe. Autre question, en une phrase. Que dit aujourd'hui votre entraîneur ou staff sur votre potentiel ? Regardez. Mon entraîneur me dit souvent que le potentiel est vraiment là, que je suis un peu comme une voiture de course avec quelques petits réglages à peaufiner avant la course, donc qui sera dans 4 mois. Et donc, comptez sur moi pour arriver vraiment avec tous les curseurs mis au maximum pour performer à Paris. Il sait que je peux continuer à progresser, je peux continuer à aller de plus en plus vite cette saison. Il sait que je suis capable de chercher un chrono si j'arrive à assembler le puzzle, on va dire, assembler tous les petits détails qui me font défaut. On m'a souvent dit que j'avais des grandes qualités et qu'il fallait que je me rende compte et que le jour où je me rendrais vraiment compte et que j'aurais confiance en moi, je pourrais faire de grandes choses. Alors Philippe, mon entraîneur, il dit que je suis prometteuse, que je peux être forte, qu'à l'entraînement, je fais des choses vraiment très très intéressantes, que j'ai fait une très bonne semaine de stage en Grèce et que ça tend vers de très très belles choses. Au quotidien, il me dit des choses encourageantes, justement pour me mettre plus à l'aise possible. Et alors justement, ils en pensent quoi, leur entraîneur et le staff ils viennent de répondre effectivement. Comment décrypter ces réponses ? Ça paraît logique, hein. C'est à 100 jours des Jeux, ce qu'on a envie, c'est d'avoir un athlète hyper confiant et très conscient de son niveau. Donc, toutes les réponses vont dans le sens où mon athlète, l'entraîneur, renvoie que c'est un potentiel très 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 fort. Vous avez, je crois que c'est Cyrielle qui dit ça. Il n'arrête pas de me répéter que je suis très forte. Voilà, mais ils ont tous un peu ce même discours. Jean, c'est pareil. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à 100 jours des Jeux, l'entraîneur, lui, il veut éliminer toute possibilité de question, de doute sur est-ce que j'ai le niveau, pas le niveau, est-ce que je sais faire ou je sais pas faire. Donc, plus il renforce l'image mentale intérieur de l'athlète et fait gonfler sa confiance, moins pour l'entraîneur, ça va être compliqué s'il y a un changement à faire, s'il y a un coup de préparation de plus, je regarde Christophe, un exercice de plus à faire, une douleur physique de plus à aller chercher, c'est beaucoup plus facile quand tu dis mais t'es très très forte, t'en as sous le pied. Et ils sont tous sur le même modèle. Ce qu'on peut comprendre à 5 jours des Jeux, c'est pas là où on renverse la table, en fait. Oui, ça, c'est particulier. Aussi, cette notion aussi de couple, dans le sens où c'est un couple, c'est un binôme, et plus l'échéance approche, effectivement, il peut y avoir aussi quelque part peut-être des conflits aussi. Oui, il faut limiter, c'est une bonne question, parce que les conflits viennent souvent de peur, d'incompréhension et des doutes. Donc dans ce duo de travail, ce binôme qui va au jeu ensemble, parce qu'en général, les entraîneurs qui sont là aujourd'hui vont accompagner l'athlète jusqu'au bout, il faut aussi que l'entraîneur ne pas oublier qu'il doit se rassurer. Parce que si l'entraîneur renvoie
une part de doute, une part de t'es pas prêt ou une part oh là là comment ça va se passer, je peux vous dire qu'ils captent tout. Hein. Le moindre mot, la moindre expression, si vous changez de t-shirt, ils savent si la couleur elle vous va. Ce sont des éponges. C'est des éponges. Donc l'entraîneur aussi se met en condition de dire les bonnes choses au bon moment, de créer un élan, une dynamique positive pour que mentalement les images soient toujours d'aller vers, d'aller construire, de se dépasser, d'aller dans des zones un peu rouges et d'oser encore, puisque c'était une des questions de la précédente émission, il fallait oser. Et on est là, quoi. Parfait. Alors justement, autre question, on est complètement raccord. Il fallait oser poser cette question, mais ils répondent très bien. Hein. Vous sentez-vous déjà fort et sur quel point? Regardez. Aujourd'hui, je me sens forte mentalement parce que c'est un aspect du sport qui est un peu difficile parfois à gérer. Ça va être nos émotions, le stress, l'anxiété, des compétitions, la concurrence. Donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, mon point fort, c'est mon mental. Tout ce qui est stratégie de match et un peu le pré-contact, quand on doit préparer le moment où on va attraper le partenaire, ce qu'on doit prendre, comment on va le prendre et comment on va imposer notre style à notre partenaire. Voilà, je dirais ça. C'est le pilier mental. Je travaille depuis de nombreuses années maintenant avec mon préparateur mental. On travaille sur la gestion du stress, l'approche des compétitions, la confiance en soi. Et voilà, aujourd'hui, je sens que je peux beaucoup plus m'appuyer dessus et que ça devient un atout et un point fort. Alors là, Isabelle, ça vous donne raison. J'en connais une qui boit du petit lait, parce que c'est le mental, en règle générale, qui ressort, c'est ça ? Oui, parce que c'est le côté le plus aussi incertain. On ne le maîtrise pas. Tout à l'heure, Christophe disait, on mesure, on prend une goutte de sang, on mesure les lactates, savoir si l'exercice a fait son effet, si l'entraînement a fait son effet. Mentalement, vous pouvez prendre un morceau de cerveau, vous ne savez pas si on est bien ou si on n'est pas bien. Donc c'est vraiment là où ils sont le plus attentifs dans la préparation finale, et puis ça va devenir de toute façon le point central, parce que le physique il est calé, et donc mentalement ils l'ont tous dit. Je crois que Madeleine elle a dit avec une certaine autorité, c'est mon mental qui est le plus fort, quand on sait qu'elle est déjà médaillée olympique, et que là elle y retourne, c'est qu'elle sait très bien que c'est la solution par laquelle il faut passer. Et puis vous avez quand même aussi des athlètes où le mental n'est pas prioritaire, et c'est pas grave. C'est-à-dire je suis pas une staccanoviste du mental. On l'a bien compris. Dernière question de cet épisode, de ce décryptage. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui comme force à développer ? Découvrons ces forces. Aujourd'hui, ma force à développer, je dirais que c'est quand même l'explosivité, parce que j'en ai pas beaucoup au départ. Pour moi, les virages, c'est pareil. Et les fins de course, ça va beaucoup mieux qu'avant. Je les gère beaucoup mieux. Mais voilà, on a plein de pistes à explorer. Alors moi, aujourd'hui, ce qui me manque comme force à développer, je dirais que c'est le rendement dans mon coup de pagaie. Comme je l'ai dit, je suis assez forte, mais parfois l'énergie que je mets dans mon bateau, elle part pas que au service de mon bateau et de l'avancement vers la ligne d'arrivée. Ce qu'il faut que je travaille vraiment encore et toujours, c'est le rendement et l'efficacité de mon coup de pagaie. Moi, je suis un profil de typé force, mais du coup, je manque d'explosivité. Il faut que je m'améliore à ce niveau-là, et c'est un peu aussi le résultat des blessures que j'ai eues au genou qui m'ont un peu empêché de progresser au mieux sur cet aspect-là. Et en fait, le jour J, ce qui va faire la différence, c'est le mental. Et là, aujourd'hui, il est pas encore là parce qu'il a pas besoin d'être là, donc c'est ce que je dirais aujourd'hui, mais je suis sûre d'être capable en fait de l'animer le jour J, quoi. Donc vous avez une judokate qui a témoigné, qui est Chérie, qui a dit la stratégie est centrale pour pouvoir aujourd'hui, à 5 jours des Jeux, être bien et pouvoir projeter ou continuer à travailler, parce qu'aujourd'hui pour elle c'est son point fort, mais à voir dans l'évolution. Une fois que la stratégie est calée, que le physique est calé, que la technique est calée, je ne serais pas surprise qu'il y ait 100% d'athlètes qui, mentalement, vont mettre toute l'énergie sur ce point-là. Mais on verra. Décryptage J-100, c'est terminé. Merci Christophe Cariou. Merci Bruno. Merci Isabelle Inchaussée. Merci Bruno. Merci pour ces beaux éclairages. Et un grand merci aussi à tous ces sportifs de haut niveau. Je le disais tout à l'heure en préambule, ça se précise de plus en plus puisque le prochain épisode du potentiel à la performance s'intitulera J-50. Et là, J-50, là, ça se précise plus que ça. Bon, bref, je n'en dis pas plus. Merci aux équipes techniques ici présentes, fidèles parmi les fidèles. Et on se donne rendez-vous, bien évidemment, pour le prochain épisode. Et merci aussi aux Crêpes de Toulouse. Merci pour ce bel accompagnement. Salut, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.
C'était votre programme avec NutriPure, la nutrition sportive pour atteindre vos objectifs et activer votre potentiel.